La brutalisation du lien social et la politisation du désir sadique. L'injonction à jouir inconditionnellement peut ainsi développer une tendance paranoïaque et celle-ci infléchir le désir sexuel dans un sens sadique. Mais cette inflexion du désir proprement sexuel n'est pas sans effet sur les rapports sociaux en général. Elle prépare et entretient la brutalisation des rapports humains. Celle-ci, au départ, n'est pas politique. Elle consiste plutôt en la disparition progressive de tout le cérémonial, verbal et gestuel qui accompagne traditionnellement la prise de conscience d'un désir, dont la réalisation par hypothèse dépend du bon vouloir de l'autre, son expression et l'attente de sa concrétisation. Traditionnellement, bien sûr, ce qui est détruit ici, ce sont surtout les règles bourgeoises de courtoisie qui font partie intégrante du monde moral du capitalisme vieille école, celui de l'effort, de l'épargne, de la frugalité. Mais le modèle social capitaliste hédoniste qui nous est proposé n'impose pas, semble-t-il, de nouvelles formes d'interaction, une nouvelle parade amoureuse qui codifie l'échange marchand. Il annule simplement ces rites et encourage l'expression la plus basique du désir. L'habitude est prise et encouragée de traiter les producteurs de biens ou de services comme de simples ustensiles de mon désir. Ils sont, pour moi, dénués d'intériorité, ou plus exactement d'une intériorité susceptible de compter dans la manière dont je règle mes actions. La numérisation des rapports humains, qui rend caduque la plupart des rapports réels et qui cache efficacement le coût physique réel du travail exercé, joue sans doute son rôle dans l'aggravation de cette habitude. Mais cette révolution numérique reçoit précisément une grande partie de sa signification de l'idéologie de la jouissance. C'est elle qui la rend acceptable et même aimable. Si j'estime que mon désir doit être assouvi, quoi qu'il en coûte et sans attendre, c'est parce que j'ai compris qu'il est toujours légitime de jouir et que ma vitalité se mesure à ma propension à désirer toujours plus de choses. Cette situation, objective, ne se double d'aucune intention sadique chez le consommateur tant que ses désirs sont à peu près satisfaits. Mais cela n'est possible qu'à deux conditions. Que le pouvoir en place soit suffisamment fort pour mater les revendications des producteurs, et que les conditions économiques soient favorables pour qu'un assez grand nombre de consommateurs puissent jouir des objets proposés à la consommation libre. Or, comme on le sait, aucune de ces deux conditions n'est acquise. La cyclicité du mode de production capitaliste implique le retour de crise qui justifie les politiques d'austérité. La hantise du déclassement est alors immense pour ces couches moyennes qui étaient la cible électorale du capitalisme hédoniste. Quant aux revendications sociales, elles font partie du jeu. Ce même capitalisme rénové ne les a pas niées, il en favorise au contraire, en principe, l'expression dans le cadre d'un dialogue social censément plus constructif que les luttes. Le sadisme objectif n'est donc qu'un état transitoire. Quand les conditions de la jouissance sont menacées, cette situation se double d'une intention sadique et politique. Il n'est plus simplement question de pressurer un peu plus les producteurs. Les couches moyennes peuvent désormais singer la bourgeoisie et réclamer le retour à l'ordre par quelque moyen que ce soit. Les revendications des producteurs doivent être matées, au besoin par la force. Quant aux lois qui encadraient jusqu'ici le travail, ainsi que la consommation du produit du travail, elles doivent être rabotées, abrogées. Ne sont-elles pas des obstacles à la jouissance ? N'entravent-elles pas la libre circulation du désir ? La confiscation du pouvoir législatif et des forces policières, au service des couches moyennes frustrées et revanchardes, marque la dernière étape de la brutalisation des rapports sociaux. Ce n'est plus tellement que ces rapports sont réduits à la pure instrumentalité, laquelle implique pourtant déjà la violence, à titre d'éventualité. C'est qu'il incombe au personnel politique de débarrasser ces rapports de la couche d'artificialité légale qui les recouvre et qui empêche par là le libre commerce du désir. La culture d'une légalité protectrice est dénoncée comme mensonge face aux impératifs naturels et par principe légitime du désir. Le lent et combien partiel équilibrage des forces entre travail et capital est détruit et abjuré au nom d'un retour à la nature. Les travailleurs en veulent trop, alors que c'est la crise. J'ai le droit d'essorer ceux qui, par leur manque de conscience professionnelle, menacent de retarder ma jouissance. Quand tout fout le camp, quand l'heure est aux grèves, aux blocages et aux pratiques de résistance diverses, alors les couches moyennes, jusque-là savamment dépolitisées, se mettent à chérir la rhétorique du rappel à l'ordre et exigent sa mise en application. Les partis libéraux sont fondés à entamer leur dérive autoritaire.
Mais les frustrés revanchards, pour citer une tribune de Kluskar écrite dans l'Entre-deux-tours en 2002, reportent pour partie leur voix vers l'extrême droite. Que l'on se comprenne bien, ce n'est pas en tant que représentation que la pornographie est mise en cause dans ce processus de sadisation du désir, de brutalisation des rapports sociaux, de bascule vers la droite de l'échiquier politique. Le problème posé par la pornographie n'est pas limité à la pornographie, pas plus qu'il n'est un problème de représentation. Il ne relève pas d'un hypothétique pur champ esthétique. La pornographie désigne, ainsi qu'on l'a vu, un ensemble de représentations de nature sexuelle qui font partie d'un système de marchandises et de conduites transgressives qui symbolise cet ensemble et qui en assure activement la promotion. Ce système, proposé comme champ d'investigation pour le désir libéré, est conditionné par le déni de l'ordre productif, c'est-à-dire factuellement par la pressurisation, la répression légaliste et policière des producteurs. Nous pouvons dès lors rejeter à la fois la théorie de l'imitation, moquée à juste titre par Ruvén-Augien, et la théorie de l'innocuité pornographique qu'il ne peut défendre qu'en bâclant son enquête. Comme marchandise massive, signifiante et promotionnelle, la pornographie participe d'un façonnage anthropologique décisif, socialement dangereux, politiquement risqué.